Alors, si j'ai choisi cet exemple, c'est pour vous donner, je dirais, une idée des problèmes que pose justement l'étude des mythes. Comment se fait-il qu'à plus de 10 000 km de distance, dans deux civilisations qui n'ont jamais eu aucun contact entre elles, on ait pu trouver deux histoires aussi semblables? Il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que l'esprit humain est programmé comme un ordinateur pour fabriquer non pas des histoires semblables, mais des récits qui ont des ressemblances tout à fait étonnantes. Il y aurait donc des réflexes dans notre cerveau qui feraient que, dans des situations données, nous produirions, quelles que soient les civilisations, les mêmes histoires ou des histoires très semblables. C'est ce que le psychologue Carl Gustav Jung appelait des archétypes. La deuxième explication possible, elle serait culturelle. Certes, il n'y a pas eu de rapport entre le Japon et l'Europe avant le XVIe siècle, c'est-à-dire que les Européens sont arrivés au Japon au XVIe siècle. Ce sont les Portugais qui sont arrivés à ce moment-là. Et les deux civilisations se sont rencontrées au XVIe siècle, c'est-à-dire bien après nos histoires. Mais avant cette période, c'est-à-dire pendant tout le Moyen-Âge, les hommes ont circulé dans toute l'Eurasie. Et ces chemins ont été peut-être quelque part ressemblants. Je veux dire, ces chemins ont pu permettre des contacts entre différents peuples. Par exemple, on sait que à partir de l'Inde, beaucoup de mythologie s'est déplacée vers l'Europe, et pas seulement la mythologie, mais aussi les langues, puisqu'on parle des langues indo-européennes, c'est-à-dire que la plupart des langues européennes ont un modèle dans l'Inde ancienne. Donc, si ces langues ont un modèle justement en Inde, les récits exprimés dans ces langues peuvent avoir aussi des modèles en Inde. Et ça, on a montré qu'il y avait souvent des analogies, effectivement, qui viennent de cet héritage culturel commun. Et alors, de l'autre côté, il y a peut-être eu aussi un contact avec l'Inde, par l'intermédiaire de la religion, puisqu'on sait que l'hindouisme a eu une postérité dans le bouddhisme, et que le bouddhisme s'est transporté dans toute l'Asie, y compris jusqu'au Japon. Donc, il se peut que le dénominateur commun de ces deux univers aussi lointains de l'Eurasie, ce soit peut-être quelque part du côté de l'Inde, peut-être de la Chine, que les choses ont pu se naître, je dirais, et se développer, et se répandre, se diffuser ensuite des deux côtés. Alors, je me dirige vers ma conclusion pour, je dirais, poser le problème de l'interprétation de ces histoires. Que signifie cette histoire de Mélusine? Eh bien, dans les deux cas, l'histoire est destinée à expliquer pourquoi certains hommes ont un pouvoir supérieur, peuvent avoir un pouvoir supérieur à d'autres. C'est-à-dire, au fond, ces personnages, ce sont les rois, ce sont les princes, etc. Parce que les deux histoires que j'ai racontées sont toutes les deux liées à des grandes familles nobles qui expliquaient que si elles devaient avoir un rôle politique important, c'est parce que leurs ancêtres venaient d'une origine plus ou moins divine, parce qu'on a bien compris que cette femme qui vient d'autre monde était une divinité. Donc, autrement dit, ces récits expliquent la naissance d'une dynastie. Alors, la dynastie des empereurs japonais, par exemple, pour le Japon, et puis pour Mélusine, c'était une famille très importante de France, qui s'appelait la famille des Lusignan, qui a régné en particulier sur Jérusalem, sur Chypre, etc., pendant tout le Moyen-Âge.
et qui a eu un rôle politique très important sur tout le bassin méditerranéen. Et ils expliquaient leur puissance et leur importance politique justement par cette origine supposée divine. Donc le mythe a ici une signification, on va dire, politique. Mais ce n'est pas la seule signification possible pour ce mythe. Il peut y avoir encore d'autres interprétations culturelles qui seraient à rechercher dans le contexte des civilisations qui ont fait naître ces récits. Par exemple, le mythe peut coder l'origine de certains rites sociaux qui peuvent être le mariage, donc comment doit se passer le mariage entre un homme et une femme. Est-ce que c'est l'homme qui décide du mariage ou est-ce que c'est la femme qui doit décider du mariage, par exemple? Un mythe peut coder aussi les comportements alimentaires d'une société, etc., etc. Donc, il peut y avoir dans un mythe beaucoup de paramètres culturels qui sont codés. Et donc, le mythe nous apprend beaucoup de choses sur les civilisations anciennes. Et puis, ce sera ma deuxième conclusion. Enfin, bon. Le mythe nous permet de comprendre aussi les mécanismes de la créativité de l'esprit humain. Selon le célèbre mythologue Georges Dumézil, les études de mythologie comparée ont pour but de mettre en évidence les règles du fonctionnement de l'esprit. Comment fonctionne la pensée symbolique, puisque le mythe relève de la pensée symbolique, beaucoup plus que de la pensée rationnelle, n'est-ce pas? Donc, nous avons une pensée symbolique dans les rêves, par exemple, aussi, mais aussi dans la mythologie. Et cela, c'est aussi nécessaire à l'être humain que, je dirais, la fonction symbolique est aussi nécessaire à l'être humain que la fonction respiratoire, que la fonction digestive, etc.